peut-être démarrer, vous présenter un petit peu, pas l'observatoire, mais on a créé un groupe de travail au sein de l'observatoire qui regroupe à la fois donc, des gens qui sont des invités permanents, qui sont des réseaux, la FNOR quand même, le LORS, le pacte VME qui était tout à l'heure présent, la médiation de la relation entreprise, et tout ce qui touche sur des référentiels. Et aussi, on s'est appuyé avec un seul objectif qui est de dire, c'est essayant de trouver le moyen de faciliter la relation et d'améliorer les pratiques. Donc dans le groupe de travail, donc, bien sûr, il y avait des gens issus du public, à savoir Fatima qui représentait le syndicat d'État, le ministère de la Défense, des grandes entreprises, des grosses PME, je dirais, qui est Veolia et Suez, et un certain nombre de représentants de différentes régions françaises. Donc on s'est dit, par quoi on commence? Parce qu'en fait, la situation est simple. On pourrait dire, bah, tiens, je suis un acheteur, j'ai besoin. Comment ça se fait que ces types de fournisseurs ne livrent pas? On a eu des grands discours, on s'est dit, comment fait-on pour essayer de remettre, je dirais, un équilibre et ensuite de limiter les critères discriminants? Et les débats au début, Fatima pourra dire, c'était assez chaud parce que c'est toujours la faute de l'autre. En fait. J'ai demandé, c'est pas moi, c'est l'autre, etc. On m'a pas écouté, c'est truqué, c'est coupé. On me demande de remplir les dossiers, ça se termine, etc. On le redonne un petit peu moins. On paye l'innovation, ce sont les autres. Ouais. Donc voilà un petit peu l'état des lieux du départ du travail. Ensuite, on a essayé de faire un constat sur la notion, je dirais, de l'aversion, à savoir donc le plafond de verre, dont certains connaissent bien cette expression. Donc c'est l'aversion de risque fournisseur, quand on est du côté de Normande, la difficulté à vulgariser les appels d'offres. Les grands se cooptent entre eux, réduction des panels fournisseurs, difficulté pour sourcer les PME. Et quand on est de l'autre côté, c'est l'inversion pour répondre aux appels d'offres, les difficultés d'accès aux offres, l'évolution des informations, parce que ça bouge énormément, et quand vous êtes petit, c'est très difficile de venir au courant de tout, et aussi la compréhension du besoin de la RSE et de ce que cherche responsable. Et bien sûr, c'est le temps. Donc je vous montrerai tout à l'heure, on a fait une enquête de maturité des RSE des PME en France. Il y a trois choses qui ressortent à chaque fois, c'est le temps, l'argent et la taille. Dans le même esprit, aujourd'hui, il y a une image qui traîne, l'acheteur, c'est Superman, etc. On va parler des notions, le co-skilling, le greenwashing, etc. Dernièrement, Challenge a sorti une étude concernant les PME dans la succès. Donc c'est vraiment qu'il y a une problématique au niveau des relations. Et ensuite, il y a l'image que donne l'acheteur aujourd'hui. Donc il a l'impression, parce qu'il est grand, qu'il est important, etc., que quand il demande, il est écouté. Et de l'autre côté, les gens ne comprennent rien. Il faut faire très attention quand on s'adresse à quelqu'un, surtout quand la taille est plus petite, d'être à son niveau. Qu'est-ce qui se passe en France? Donc on a regardé, on a fait un état des lieux, donc il y a quand même à peu près 3 millions d'entreprises de différentes tailles. Donc il y a différents segments, il y a les grandes entreprises, il y a les ETI, les PME, les TPE, vous avez la répartition. Donc ensuite, pour ceux qui souhaitent, vous verrez dans le guide, on a une pyramide que je vous montrerai à la fin, avec une répartition par rapport aux effectifs. Parce que pourquoi cette répartition? Parce que par derrière, c'est l'activité dans les territoires. Ensuite, le nombre d'entreprises est complètement disproportionné en fonction de la taille. Maintenant, la répartition, si on regarde au niveau de la France, si vous regardez, je vous ai montré un peu la répartition au niveau de la France, il n'y a qu'en France qu'on a autant de segmentation au niveau des tailles des PME en France. Donc, quand on compare aux autres pays européens, on voit que le ratio n'est pas du tout le même par rapport à d'autres pays. Il faut savoir qu'en France, en 10 ans, en moyenne, les PME ont perdu 10 salariés, c'est-à-dire on est passé de 40 à 30 salariés en 10 ans, depuis le début de la crise. Donc après, on peut se dire pourquoi. Ben, c'est peut-être un peu la faute des grandes entreprises qui elles-mêmes ont globalisé les volumes et ont été achetées de la main-d'œuvre ailleurs, et ce qui fait que ça a fragilisé certains territoires et complètement appauvri certaines activités. Au niveau de la France, la répartition, elle est liée forcément à la présence de la population. Donc près des fleuves, vous avez plus de chances de trouver une population et une activité, donc il y a forcément une certaine répartition qui est une contrainte géographique. Après, il y a une répartition qui est liée au segment des industries. Et bien sûr, il y a l'éclatement que vous voyez en haut à droite qui correspond au déclassement TPE, PME, ETI, et ainsi au niveau des grandes entreprises. Donc on voit qu'il y a plusieurs entrées au niveau de l'activité pour trouver une PME. Et très souvent, le critère d'appréciation d'un acheteur, c'est de dire
Je cherche quelqu'un qui a déjà fait ça, qui me rassure par sa taille, par sa rentabilité. Il faut peut-être apprendre dans les évolutions, c'est-à-dire faire certains critères qui ne sont pas discriminants et peut-être faciliter l'accès au marché. Quand on prend maintenant au niveau des achats de l'État, au niveau des achats qui sont faits, donc là vous avez la répartition entre les achats, entre les nombres de marchés, c'est les valeurs 2010, je ne sais pas si c'est celle de 2011, la répartition entre ce qui se passe au niveau des achats de l'État, au niveau des collectivités territoriales, vous voyez qu'il y en a un certain nombre, 80% des marchés sont faits dans les territoires. Et en montant, c'est 50%. Ensuite, quand vous prenez le tableau d'en dessous, au niveau des PME, vous vous rendez compte que c'est l'inverse, 60 et 40%, et ensuite que le montant des marchés, c'est 73%. Donc ce qui veut dire qu'il y a un fort ancrage territorial au niveau de tous les acheteurs, qu'ils soient d'ailleurs du secteur public ou privé. On a tendance toujours à regarder ce qui se passe à côté plutôt que d'aller chercher très loin. On fait un baromètre au niveau de l'Observatoire des achats responsables, donc qui correspond à une évolution. Ce baromètre-là, ce sont les résultats du baromètre qui ont été délivrés le 23 janvier pour ceux qui n'étaient pas là à l'école militaire. Donc j'ai simplement pris la page qui concerne en fait les PME. Donc le premier critère qui est en forte augmentation cette année, c'est l'allotissement. Donc ça a déjà été dit tout au long de la journée, c'est une solution de regarder par l'allotissement au niveau pour donner l'accès au marché des PME, et aussi c'est la même clause qui va être utilisée pour l'insertion. C'est un élément assez important. Ensuite, c'est d'essayer d'adapter sa politique, à savoir, c'est-à-dire qu'on ne traite pas de la même façon une multinationale qu'une entreprise nationale ou une PME. Donc c'est d'adopter sa consultation, sa compréhension et aussi la façon de traiter les PME. Chose qui est assez bizarre avec la crise. Maintenant, par la flèche de droite devant les tendances par rapport à l'an dernier, la prise en compte de l'efficacité économique plutôt que la taille et le nombre de références. Donc, on est à 26%. La limitation des coûts adhérents du processus de sélection des fournisseurs est à 25%. On est sur une constance, je veux dire, ce qui veut dire qu'on a un traitement identique que l'on prenne une grosse ou une petite entreprise. Et ensuite, pour solliciter facilement, donc le problème c'est où je trouve ces PME. Elles sont tellement bien cachées que je les trouve pas. Ce qui veut dire qu'il y a une grande difficulté de la mise en relation. De la même façon, je vous ai parlé, donc, on a fait une enquête sur le niveau de maturité RSE des PME en France, et on en regarde d'autres côté. On se rend compte qu'à 53%, une PME dit « je n'ai pas de demande de mes clients ». Donc vous êtes acheteur, donc c'est quand même assez inquiétant. Par contre, à l'inverse, elle se distingue quelque chose en interne, puisque si vous avez un patron en fait, qui est motivé, donc qui est entrepreneur, vous vous rendez compte qu'il motive ses équipes, et ensuite, comme il est motivé, il va discuter à l'extérieur, et à ce moment-là, il est visible. Et à ce moment-là, il discute. Donc c'est à peu près 50%, 50% les deux. Ensuite, est-ce qu'ils font des engagements au niveau RSE? Donc on se rend compte aussi, c'est que plus de 45% font des actions. Donc ce qui veut dire de d'un côté, au niveau, quand je suis dans mon entreprise, une PME, je fais des choses, je les vois, je les mesure, et en fait, je n'ai pas de demande des clients. On s'amusait à faire un petit SWOT pour ceux qui connaissent. Donc c'était quels sont les freins qui font que les PME ne font pas. Donc les faiblesses, la taille, la maturité, le budget sans mesurer, le manque de temps, les forces, travailler sur les relations internes, communiquer, connaître les enjeux, démarrer par l'environnement qui est plus facile, conjoncture facile de la RSE, l'opportunité des achats responsables, parce que tout le monde se retrouve dans cette notion, ça améliore l'image, ça permet de mobiliser sur un sujet, ça améliore le dialogue social, se différencier par rapport à notre offre. Donc, toutes ces choses-là qui sont mises là, ça peut être appliqué même pour vous, je veux dire, parce que de façon différente. Et les menaces, pas de demande des clients, manque de compréhension des RSE, pas de priorité, manque de référentiel et pas d'amélioration. Donc les motivations au niveau de la réussite, c'est le dirigeant, donc ça va partir du haut, avec un discours, l'organisation, les actions, et l'image et la notoriété, les bénéfices, l'image, compétitif, rendre l'offre plus attractive et rentabiliser rapidement l'investissement RSE. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes face à une entreprise qui est visible, elle répond à ces critères-là. Donc toutes celles qui ne sont pas visibles, il faut aller les chercher. Le paradigme qu'il y a actuellement, c'est que c'est fortement atomisé. J'ai dit, il y a à peu près 600 000 PME qui sont utilisés couramment, donc ils sont répartis un petit peu partout, on ne sait pas trop comment les trouver. Il existe un rapport de force,
Et ensuite, il y a le code des marchés publics qui n'est pas simple quand même. Ensuite, c'est comment passer de la méfiance à la confiance. Donc là, on a listé tous les critères qui créent des équilibres. Le rapport de force, rendre visibles les activités des TPE-PME, établir une correspondance entre l'offre et la demande, avoir un espace sur un lieu permettant les échanges, simplifier les procédures de consultation souvent complexes, limiter les multiples questionnements, gagner du temps dans la recherche, avoir des disponibilités et valoriser l'initiative, identifier les idées d'innovation, repérer les TPE et PME potentiels. Donc je pense que là vous avez la liste de toutes les questions que vous posez. Et bien sûr, tout ça peut aller dans le sens du développement et contribuer à la performance et à l'économie du territoire. Des exemples de choses réalisées, c'est comment trouver les bonnes pratiques. Il y a une charte qui existe en 10 points. On a parlé du pacte PME, c'était présenté tout à l'heure. Là, c'est l'exemple au niveau du MINTAC, donc avec un correspondant à chaque PME. Une initiative donc, du CJD avec Nord Métropole, des Créaquiles. Une autre initiative qui est au niveau qui a été faite par Suez en région Normandie, c'est de créer un site internet temporaire pour les PME viennent se connecter. Donc là, ce sont plein d'initiatives qui donnent des exemples qui peuvent être réalisés un peu partout. Donc maintenant, c'est comment faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une pyramide en fait. Donc, et on se rend compte qu'il y a 230 grandes entreprises supérieures à 5 salariés qui représentent 50% des salariés en France. Et ensuite, il y a une répartition à tous les niveaux. Et quand on est en relation au niveau du niveau 2, on est soit client, soit fournisseur de l'un et de l'autre. Donc on se rend compte qu'il y a certains déséquilibres. On s'est dit à ce moment-là, pourquoi pas avoir un annuaire plutôt d'envoyer des fiches de renseignement de fournisseurs. Et on a remarqué qu'il existait un AEF, un annuaire des entreprises françaises, qui est mis à jour 2 fois par mois, dans lequel vous retrouvez toutes les informations administratives. Après, on se dit que ça ne suffit pas au niveau d'un acheteur. Donc au niveau du groupe de travail, on a identifié 10 critères. Un critère épouvantail, par exemple, la certification. À ce moment-là, l'entreprise elle-même pourrait mettre d'autres critères pour peut-être l'innovation. Il faut définir ce que c'est l'innovation. Après, aussi, il manque une chose, c'est la table de correspondance. Je prendrai un exemple, je suis une entreprise, j'ai besoin de réaliser 500 000 plaquettes de marketing, et j'ai trouvé une entreprise, et l'activité c'est écrit impression numérique. Donc il y a un travail à faire sur une table de correspondance, et de dire, voilà, si je prenais un Google demain, je veux taper j'ai besoin de 500 000 plaquettes, qui peut me les fournir et où? Et à ce moment-là, ça permettrait d'accélérer le processus de mise en relation directe. Donc, au niveau du groupe de travail de l'Observe, on a terminé deux réalisations. Un guide, que je vous recommande, il est très bon, il a été rédigé par tout le groupe de travail, dans lequel vous avez des réponses qui est un guide pratique, comprendre les achats responsables et comment le mettre en place au niveau du PME. Donc, ce guide-là, vous pouvez le lire, puisque ensuite il a été écrit aussi un petit peu avec Fatima. On peut le lire si je suis un acheteur public, si je achète une entreprise privée, ou si je suis un patron de PME. Donc l'idée, il y avait plein d'exemples à l'intérieur. Donc ça, c'est un exemple de réalisation. Et de l'autre côté, pour pouvoir motiver aussi les patrons de PME, donc on s'est associé avec toutes les CCI France, la médiation de la relation inter-entreprise de CGPME, et on a sorti un baromètre, et tout est disponible sur le site de l'OSA, qui permet de mesurer le niveau de maturité restaurant en France au niveau des PME. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire en plus dans les travaux? C'est maintenant de répondre si je cherche, où je vais. Et ensuite, où je trouve. Et après, comment je peux trouver par rapport à mon besoin. Donc l'idée étant, c'est de faire un annuaire qualifié par les PME eux-mêmes. Ça peut prendre du temps. Donc on a identifié 200 000 et à peu près une vingtaine de mille qui sont des entreprises innovantes. De le mettre, j'ai montré une application tout à l'heure par le biais des CCI, puisqu'il est mis à jour par les CCI. C'est de motiver les PME elles-mêmes pour qu'elles mettent à jour cette base qualifiée. C'est de travailler peut-être ensemble sur les critères c'est quoi pour qualifier une entreprise. Et aussi d'établir un petit peu une table de correspondance entre, je dirais, l'offre et la demande. Sachant qu'il y a des chiffres qui sont quand même inquiétants, puisqu'on est en train d'essayer de réfléchir sur une cartographie. Quand on mesure les importations qui sont appliquées à des codes de douanier, et quand on voit qu'il y a des activités, des entreprises qui ferment, un grand groupe qui supprime un poste et qu'une PME en France au même moment, ce que je veux dire. Donc ce qui veut dire qu'il y a des endroits dans certains territoires et des activités, on ne peut pas les demander. Donc à ce moment-là, il faudrait voir aussi comment peut-être réinsérer certaines personnes, ça a été dit ce matin,
pour qu'ensuite elles puissent travailler dans un territoire pour développer des PME, mettre en relation. Donc là, il y a un gros travail au niveau de l'identification des besoins et aussi de la réalité du marché. Qu'est-ce qui fait que ça se passe bien ou pas bien, en fait? Bon, sur la gauche, il y a des lois, il y a des réglementations, il y a des labels, il y a de l'affichage, il y a le code marché, tout ça, ça bouge. Après, il faut le prendre dans un sens et dans l'autre, c'est de trouver l'information pour qu'elle soit fiable et viable. Après, il y a des questions que se pose une PME, ça peut être la même chose au niveau de n'importe quel acheteur. Et aussi, c'est aussi d'adopter, c'est un principe, le principe de la mieux-disance. Donc, et après, c'est de se poser des questions un petit peu en termes d'achat, c'est-à-dire si vous prenez soit la présentation, on peut faire un triangle qui correspond au premier développement durable, ou soit on prend un feu rouge, c'est de se dire je suis acheteur, je veux passer une économie intelligente, je dois faire de l'économie sociale et solidaire, c'est pour ça que c'est en orange, et ensuite il y a le vert qui est lié à l'environnement, c'est l'économie verte. Une chose qui maintenant est ancrée dans les mœurs, puisque Superio maintenant parle d'économie verte. Donc voilà un petit peu une synthèse des relations qui est au niveau des PME. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais passer la parole à Fatima, qui a participé au travail activement, et qui va vous donner un nom peut-être un peu plus précis. Non, moi je vais simplement conclure ce séminaire en vous rappelant les termes choisis pour entourer votre réflexion, c'est croissance, compétitivité, création d'emplois. Le SAE a depuis sa création l'objectif, il est même dit dans notre décret un terme qu'à l'adage il n'y a pas beaucoup, c'est favoriser l'accès des PME à la commande publique. Non, nous avons simplement nous recherchons maintenant à mettre en place des pratiques qui au moins ne freinent pas l'accès des PME à la commande publique. Hier, nous avions tous les représentants de la DG Entreprise dans un séminaire organisé par la région Île-de-France. Ils nous ont bien redit que les problématiques qui ont sous-tendu la réflexion sur cet atelier PME mené par l'OPSA, c'est bien que la structure des entreprises dans les pays européens font qu'on ne peut pas considérer que quand 2 tiers des entreprises sont des PME, on les laisse à l'écart du levier qu'est la commande publique. Donc ça, je crois qu'au moins là, tout ce qui a été dit cet après-midi, ça nous permet de tous partir en se disant que nos programmes d'achat annuels doivent mener des démarches qui, à travers les choix d'allotissement, permettent au maximum de leur donner leur chance. Donc je reviens sur cet aspect important du repérage des entreprises, donc tous les outils qui vous ont été présentés, les annuaires, les rencontres avec les CCI, tout ça c'est important, parce que chaque fois qu'on travaille sur une sous-famille d'achat, une famille d'achat, on doit effectivement connaître sur le territoire quelles sont les entreprises en présence, que ce soit les majors, les entreprises de taille intermédiaire, dont vous savez le projet en politique est d'aider des PME à entrer dans cette catégorie d'entreprises de taille intermédiaire, parce que c'est celles qui ont la force d'aller à l'exportation, parce que selon ce modèle allemand qui nous sert comme ça de miroir bien souvent, en Allemagne il y a 8000 entreprises de taille intermédiaire et c'est celles qui portent le plus la croissance, la compétitivité. Voilà, donc je crois qu'à partir du moment où dans vos établissements et puis au service des achats d'État et dans les ministères, cet objectif d'accès à la commande publique, il faut qu'il y ait une gouvernance. Et moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le directeur achat de la ville de Paris, c'est que s'il n'y a pas une gouvernance, bon, si on laisse se faire les choses à la périphérie, c'est vrai que le résultat, le nombre de PME, le volume d'achat PME, ces indicateurs-là, ils ne seront pas managés, et je crois que maintenant les directions achats ont la responsabilité de manager ces indicateurs. Nous, dans le cadre de Pacte PME, on est maintenant un peu, on sera en visibilité obligé de donner les évolutions annuelles, et il est possible que nos ministres ou que l'Europe, petit à petit,
si le Small Business Act tel qu'il est prévu aux États-Unis, enfin, tel qu'il existe aux États-Unis, c'est-à-dire avec une obligation de réaliser ces taux, on peut penser que ça sera compliqué à mettre en place, mais par contre on peut se trouver tous à devoir manager d'une année sur l'autre l'impact de nos achats. Je voudrais dire aussi que pour ce qui est de la massification, il y a des secteurs économiques où de fait il y a une concentration et que de fait toutes les directions achats peuvent dire qu'en concentrant les volumes, on fait des économies, des gains sur la volumétrie, ou on fait des gains sur l'organisation. Donc, je vais distribuer à tous ce document de cadrage stratégique qui est les 10 principes d'action pour les acheteurs publics que le SAE a diffusé dans tous les ministères. On voit bien que tout repose sur des étapes, et c'est tout ce qui a été dit depuis ce matin, c'est qu'avant de faire le DCE, il y a des actions extrêmement importantes de connaissance du monde économique, de dialogue technique, vous verrez le détail. On arrive en fin de compte à la 6e étape, c'est là où on peut commencer à rédiger un dossier de la consultation parce qu'on a fait toutes ces étapes. Donc notre cadrage stratégique, j'espère que vous allez retrouver des pratiques que vous avez déjà mis en place. Peut-être aurez-vous des focus sur certains points qui vont vous intéresser et que vous souhaiterez développer. J'attire aussi votre attention, Hélène va vous envoyer ça en dématérialisation, sur 2 guides du ministère de la Défense, puisque la professionnalisation, la mutualisation, les échanges de bonnes pratiques, ils ont rédigé 2 guides. Un guide qui définit la stratégie pour bien prendre en compte les contraintes des PME et faire qu'on intègre ça très en amont dans nos stratégies d'achat, et un guide très juridique. Parce qu'on est à peu près tous d'accord, je ne sais pas, on n'a pas mené ce débat-là cet après-midi, que le code a beaucoup de leviers et beaucoup de souplesse. Il faut savoir les utiliser et que si on les utilise, on empêche des leviers négatifs. Voilà. Donc je crois que moi, je suis donc le point d'entrée au service des achats de l'État pour tous les aspects relation avec les PME. Je vais travailler bien sûr en bonne intelligence avec Hélène et son équipe pour que, voilà, chaque fois que, comme ce qu'on a fait avec l'Obstar, on a des documents qui peuvent vous aider dans vos pratiques, et puis après, si effectivement il y a des sujets sur lesquels on a des retours d'expérience. Donc récemment, nous, on peut afficher sur certains appels d'offres. Alors regardez justement sur Pacte PME, puisqu'on a fait des un success story, mais là récemment on a fait pour le domaine informatique un appel d'offres en assistance à maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage avec pas mal de lots. C'est un accord cadre, mais là les PME ont remporté presque 50% des lots et pour le développement web 80%. Donc vous voyez, quand on fait une approche plus dynamique sur l'allotissement et qu'on a bien en amont fait tout un travail pour prévenir le monde économique que quelque chose se préparait, pour les consulter, pour faire un avis de pré-information. Voilà, on a eu 200 candidatures, donc beaucoup de PME. Bon, je vais m'arrêter là parce que je crois que tout ça a été bien balayé. Alors, ce qui est des contraintes de développement durable et la RSE, qui a priori est plutôt une pénalisation pour le PME, nous, on essaie de leur dire non, c'est une chance. Parce que pour que leur offre soit, comme l'a dit Emmanuel Leprince, différenciée, compétitive, il faut qu'ils intègrent tout ça. Et quand on travaillera aussi plus et mieux sur nos analyses, sur nos critères de choix en coût complet, elles auront plus leur chance. Voilà. Messieurs et dames, merci.